Yeah. Alors, vous constatez que nous sommes bien connectés sur Facebook, Olga, non? Chez vous, c'est plus... Voilà. Bernard, vous ne vous voyez pas ici? Ben, on se voit déjà tous, j'espère. Oui, c'est bien ça, oui. Bien voilà, ça, voilà, donc vous pouvez reprendre... Bon, le principe, c'est que nous n'avons pas à réécouter le Facebook à partir de notre micro, autrement ça va tout gaspiller. En direct de Chicago, nous sommes aujourd'hui le samedi 19 janvier 2019. Au micro, Jean Lewis, nous émettons du studio central. Invité de ce journal de la communauté, monsieur Jean-Claude Mubenga, de la République démocratique du Congo, donc résistant ici aux USA, Bernard Pongui, résistant du Canada, et Olga Monpeyi, résistante de Los Angeles. Vous constatez que le plateau est essentiellement constaté aux membres des communautés congolaises des USA. Salut à tous et à toutes, chers amis. Salut. Bonjour. Voilà. Bonjour. Nous parlons de l'actualité brûlante sous-régionale de l'Afrique centrale, bien sûr, des élections au Congo démocratique. Nous savons que le vote a déjà eu lieu et que monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, comme on l'appelle, a été déclaré vainqueur provisoire de cette élection. Le temps pour la Cour suprême constitutionnelle de valider ces résultats provisoires. Monsieur Mubenga, vous avez consacré plusieurs vidéos à ce sujet. Est-ce que vous pourrez à ce jour nous parler de la situation de l'heure? Est-ce que cette Cour aura déjà tranché? Voilà, merci. Je salue d'abord l'initiateur de cette chaîne de télévision, monsieur Jean Lewis, pour l'occasion qu'il nous accorde aujourd'hui à pouvoir partager l'actualité dans notre sous-région. Vous savez, la RDC et le Congo-Brazzaville, ce sont des pays frères, c'est le même peuple. Ceux qui attaquent le Congo, Kinshasa attaque le Congo-Brazzaville. Donc, si à Brazza, ils pensent que non, c'est l'affaire des Congolais de Kinshasa, quand ça va barder là-bas, ça va traverser facilement dans moins d'une heure. Brazzaville sera débordé. Donc, c'est vraiment une bonne initiative de pouvoir nous faire part dans cette configuration un peu difficile où la population de la RDC est en train d'attendre que cette situation se passe dans la douceur, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de chaos, qu'il n'y ait pas de massacres, de morts, parce que le prophète des malheurs, les trois derniers mois, ils ont prophétisé que ça va être l'apocalypse au Congo. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que le peuple congolais a su prouver au monde qu'ils ont besoin de changement. Ils en ont marre de tous les jours compter le nombre de morts, de tous les jours compter le nombre de disparus, des massacres, la pauvreté, la souffrance. Le peuple congolais en avait déjà marre. Ils ont dit, c'est ce régime de Kabila qui est à la base, un régime gangréné par la corruption, un régime qui n'a pas su donner le bonheur, ne fût-ce qu'un seul jour pendant 18 ans. Un régime qui a passé tout le temps à piller les ressources du sous-sol, à faire tout ce qu'il fallait pour opprimer, maintenir la population dans un assujettissement sans nom. Et ce peuple-là attendait au tournant le régime de Kabila. Il disait, voilà, nous sommes là, nous attendons les élections. Et les élections se sont passées, le monde entier a vu que la population n'a pas répondu à la provocation du régime. Tout était mis en place pour que ça capote. Tout était là, les dispositifs militaires, le sabotage des machines pour voter, tout ça, le manque le nombre
insuffisants, des machines dans certaines contrées. Tout ça pour inciter la population à la colère et à ce que le chaos s'installe. Mais de tout cela, nous avons vu une population qui avait une seule volonté de pouvoir voter, quelles que soient les conditions. Nous avons vu à Kinshasa, la population... Jean-Claude, nous aurons l'occasion de tirer toutes ces conclusions-là. Nous sommes pour le moment à un moment préliminaire du débat. Nous voulons d'abord savoir si, effectivement, du côté de Kinshasa, on peut déjà avoir des résultats définitifs de cette cour. C'est ça que parce que c'est ma première fois d'être dans l'émission, il fallait que je puisse donc recadrer un peu. Donc, oui, voilà. Donc, la population était déterminée, même sous la pluie, ils sont allés voter. Et la structure qui était responsabilisée pour annoncer les résultats provisoirement, la CENI qui était la structure organisatrice, a donné son verdict. Et comme notre constitution demande qu'après l'annonce de ces résultats provisoires, que la Cour constitutionnelle puisse avoir un délai de 3 jours pour que les gens puissent déposer leurs recours s'il y en a, s'il y a des contestations, s'il y a des contentieux, que la Cour puisse examiner toutes les contestations, après quoi rendre son arrêt. Et aujourd'hui, je vous dis, peut-être pendant que nous sommes en train de parler là, l'arrêt peut tomber. Donc, c'est une question des heures. L'arrêt a terminé déjà son travail. Quel que soit ce que vous avez entendu, les gens qui veulent continuer à maintenir le Congo dans l'état actuel parce qu'ils ont leurs intérêts au Congo, notamment la France et les autres, les multinationales, ils ont essayé d'interférer en intimidant la Cour d'un pays souverain, croyant peut-être que cette Cour-là pourra faire profil bas. Mais c'est impossible parce que nous sommes un pays indépendant. Les traités et les accords internationaux qui lient la RDC avec les autres membres de ces organisations-là ne peuvent pas avoir la primeur sur nos textes au niveau interne. La Constitution de la République, c'est la loi fondamentale sur laquelle toute la population, toutes les structures, toutes les institutions du pays répondent. Voilà. Tous les autres arrangements avec les autres nations, les organisations, l'ONU, l'Union africaine, tout ça, c'est tout à fait normal, nous sommes membres, mais ça ne peut pas piétiner sur la constitution d'un État souverain. La même chose qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller, je ne sais pas, en France, au nom de, parce que nous sommes l'Union africaine, dire à la France, donc vous savez vos élections là, le Conseil d'État français doit d'abord suspendre les décisions avant que nous puissions arriver là-bas. Parce que c'est ce que la France est en train de faire. À travers le président Denis Sassou Nguesso, à travers le président Paul Kagame, à travers le président Idriss Déby, tous ces gens qui travaillent pour la France voulaient venir imposer la loi, la volonté de la France au peuple congolais. Et c'est ce qui ne va pas passer. Les juges de la Cour constitutionnelle de la RDC, ce sont des juges. Jean-Claude, oui. je voudrais d'abord vous arrêter pour parler justement de cette cour avec... vous aurez le temps de vous étendre là-dessus. Nous sommes ouverts à cela et ça nous intéresse à plus d'un titre, dans la mesure où vous avez la maîtrise, je dirais, de ce dossier. Alors, avec vous, Bernard Pongui, on parle des cours constitutionnels en Afrique, ça c'est une ouverture, comme plutôt des chambres d'enregistrement des commissions électorales, c'est-à-dire qui n'ont pour but que d'avaliser les résultats obtenus par ces cours-là. Est-ce que vous croyez que
Dans le cas du Congo démocratique, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste en la matière. Est-ce que cette Cour requiert à ce jour la confiance même des observateurs internes et externes? Bernard Pongui. Merci, Dean Lewis, une fois encore de me donner l'opportunité de s'exprimer sur votre chaîne et votre radio. En répondant à votre question, j'aimerais tout simplement d'abord féliciter la sagesse du peuple de la République démocratique du Congo, qui jusqu'à ce jour maintient son calme, quelles que soient les tendances des résultats présentés par la Commission nationale électorale indépendante, et aussi les agitations en partant des déclarations des responsables politiques à travers le monde entier. En ce qui concerne les cours constitutionnels en Afrique, d'ailleurs, la petite expérience que nous avons avec les élections qui se sont déjà déroulées dans plusieurs pays africains, nous, d'ailleurs, on essaie déjà de regarder la structure de ces cours. La plupart des temps, les juges sont nommés par ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le chef de l'État, qui nomme ces juges-là. Et ces juges-là, la plupart du temps, ne respectent pas en réalité le véritable contenu de la Constitution. Ce que nous avons remarqué, qu'il s'agit du Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon, toutes ces cours constitutionnelles n'ont jamais regardé avec clarté ou avec transparence les requêtes présentées par les autres leaders de partis politiques ou des autres candidats qui ont donc cherché à aller en élection avec ceux qui prétendent parfois gagner. Donc, les cours constitutionnels en Afrique, véritablement, le problème de transparence est là. Est là parce que ces cours-là sont supportés par le régime au pouvoir. Il y a une pression au niveau du régime de pouvoir. Des juges qui, parfois, essaient d'apporter l'intégrité sont sous des menaces. Donc, ils sont obligés de se rallier, la plupart du temps, à la décision entre guillemets, de ce qu'a proposé le parti au pouvoir. Le cas du Gabon en est un exemple avec cette Cour constitutionnelle qui a légitimé la victoire d'Ali Bongo, qui a simplement foulé aux pieds les résultats de Jean Ping. Le cas du Cameroun, c'est aussi, nous avons vu la même chose. Le Congo-Brazzaville, n'en parlons pas parce que cette Cour constitutionnelle a simplement n'a jamais ouvert, d'une manière générale, des véritables enquêtes. Donc, on le dit, John Lewis, si nous voulons en réalité voir une cour constitutionnelle qui réellement va travailler dans le sens du peuple, c'est simplement que nous voulons voir une grande transparence, c'est-à-dire que, puisque par exemple le cas de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, il y avait un juge qui était là, un président qui a démissionné, si je me souviens, c'est le nom qui me semble, qui a démissionné parce qu'il ne voyait déjà pas le pouvoir qu'avait cette Cour à apporter une contradiction sur une quelconque décision proclamé par la CENI. Donc, ce juge avait déjà remarqué que cette cour pouvait être déjà une cour biaisée, donc il avait simplement décidé de désister ou de sortir de là. Donc, la transparence au niveau des cours constitutionnels, on le dit, c'est simplement essayer d'appeler au recomptage de voix, mais pour le cas de la République démocratique du Congo, cette cour a déjà dit qu'elle n'avait pas les moyens pour faire le recomptage de voix. Donc, vous voyez déjà qu'en tenant ce genre de langage, de discours, nous pouvons déjà comprendre ce qui va arriver, la décision finale de cette Cour constitutionnelle. Voilà. Alors, Olga, avant qu'on ne conclue sur cet aspect avec Jean-Claude, qui, à mon avis, est proche de la réalité. Alors, Olga, est-ce que vous, qui êtes à Los Angeles, dans une si large communauté du Congo démocratique, qu'est-ce qu'on entend là-bas? Est-ce que les gens ont confiance dans cette cour? Vous avez aussi bien des gens, des pro-Kabila, des pro-Tshisekedi et des pro-Fayulu ou Katumbi. Alors, qu'est-ce que les gens pensent de ce dossier à la Cour constitutionnelle? Mais en ce qui concerne, je vais dire d'abord bonjour à mes compatriotes qui sont là. Et puisque nous sommes tous pour le même intérêt, ce qui concerne l'Afrique. Donc, pour la Cour constitutionnelle, je vais dire que les gens, on ne fait pas confiance à cette Cour-là. Mais la chose que je remarque, nous allons plus vers les sentiments. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont pour la personne nommée aujourd'hui en tant que président,
ils font confiance à cette cour parce que peu importe le résultat qui peut arriver, pour eux, l'essentiel que ce soit la personne qui a été nommée président soit président. Donc, ils font confiance à cette cour. Mais si on va vraiment dans le réel et qu'on laisse les gens exercer leur métier comme il se doit, je pense que les cours constitutionnels en Afrique, c'est les cours nommés par les présidents. Je vais compléter ce que vient de dire mon frère Bernard. C'est les cours qui sont nommés par la majorité qui sont au pouvoir. Donc, ces gens-là n'exercent pas ce qu'ils ont appris, mais ils font le plaisir des présidents, des dirigeants en place. Donc, pour moi, personnellement, je dirais que cette cour ne sert absolument à rien. Et je pense que la cour qui va donner les résultats corrects, ça serait le peuple. Donc, alors, Jean-Claude, tu voudrais bien muter ton micro. Jean-Claude, je sens que ton micro est en mute. Jean-Claude Moubenga, allô, Jean-Claude, est-ce que… voilà, je constate, voilà, c'est très bien. Jean-Claude Moubenga, d'où vient cette espèce de dénégation des cours constitutionnels un peu partout en Afrique? Ce n'est pas un secret pour personne, vous le savez autant que moi, qu'à Brazzaville, nous avions le même problème. Au Gabon, c'est également le même problème. C'est toujours cette cour qui avalise des résultats toujours réputés faux. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette cour constitutionnelle? Est-ce que vous connaissez ces juges-là? J'ai vu quelques noms, je crois des Ouboumou et autres, mais qu'est-ce qui fait que, au niveau du Congo démocratique, les gens ont confiance dans cette cour constitutionnelle? Oui, merci beaucoup, Jean-Louis. J'ai entendu mes frères et ma sœur qui ont intervenu sur les cours constitutionnelle africaine. Je vais ici dire une chose, c'est que la situation des contentieux en République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est une situation qui est particulièrement influencée par beaucoup de forces externes. Voilà pourquoi les gens sont en train plus de suivre de près le comportement de la Cour constitutionnelle. Mais en Afrique, partout, ce sont toujours les cours constitutionnels que nous connaissons, comme mon frère Bernard Pongui vient de le dire. Partout en Afrique, ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir qui installent ces cours constitutionnels avec intention d'être couverts, protégés en cas de recours à ces instances judiciaires. Alors, la situation en RDC ne peut pas échapper à cette règle. Nous avons la même cour qui a tranché en 2006, en 2011 et aujourd'hui qui est au point de trancher. Dire que celui qui a gagné, c'est celui qui veut que la Cour puisse dire les droits en sa faveur, c'est peut-être une façon de justifier le comportement du gagnant. Mais ici, nous sommes dans l'optique où le pouvoir a perdu. Le pouvoir qui est supposé être protégé par la Cour ou le pouvoir qui devait bénéficier des avantages de cette Cour n'est pas dans cette opération-là. C'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections et qui ne peut pas avoir ce qu'on dit, comment on lui fait un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Il y a eu un recours déposé par un autre opposant qui estimait être lésé, M. Martin Fayoulou. Mais lorsqu'on a déballé son recours, noir sur blanc, c'était en direct, le monde entier a suivi. Ce n'était pas qu'on avait caché, on vient apprendre aux gens après. Ça s'est passé en direct. On a relevé beaucoup
des irrégularités dans son recours. Premièrement, défaut de qualité. Dans les statuts régissant la plateforme appelée Dynamique de l'opposition, dont Martin Fayoulou était candidat, les statuts de cette plateforme ne donnent pas une clarté sur les mandats qui doit saisir la Cour en termes juridiques, qui doit engager cette structure-là. Et ils ont utilisé un avocat qui n'avait pas de qualité. Le défaut de qualité a fait que ces recours-là ne soient pas reçus. Toujours dans la même requête, on a aussi remarqué que Martin Fayoulou demande 3 choses contradictoires. Il demande qu'on puisse attendre les résultats des votes de Beni, de Butembo et de Yumbi, les 3 circonscriptions électorales qui ont été exclues, le 2 pour les cas d'Ebola et l'autre pour les cas d'instabilité, d'insécurité. Vous savez que la population de Yumbi est actuellement au Congo-Brazzaville. Il demande qu'on puisse attendre, qu'on puisse inclure ces voix-là, parce que entre lui et le candidat élu, Félix Tshisekedi, il y a un écart d'à peu près 700 000 voix. Pour Martin Fayoulou, comme il sait que cette partie-là, il prétend que c'est lui qui est majoritairement aimé là-bas. Si on inclut ces votes-là au mois de mars, c'est lui qui sera président. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, il demande que lui, Martin Fayoulou, soit reconnu gagnant. Vous comprenez? Soit reconnu gagnant sans les résultats de Beni, de Butembo et de Yumbi. Ça, c'est la deuxième irrégularité. Troisièmement, Martin Fayoulou demande l'annulation des votes. Vous-même, vous voulez qu'on puisse vous reconnaître gagnant. Vous-même, vous voulez qu'on puisse inclure les voix des Congolais de ces 3 circonscriptions. Et vous-même, vous voulez l'annulation. Alors, devant cette confusion, le ministère public a dit, mais nous ne savons pas, nous allons parler sur quoi? Qu'est-ce que vous voulez? L'obscurité que vous avez mis dans votre requête fait que on ne peut pas traiter ça. Ça doit être, on ne peut pas recevoir un dossier comme ça, parce que nous ne savons pas exactement ce que vous voulez. Voilà, il y a... Voilà. À ce niveau-là, les juges, ils ont entendu le ministère public. Et les juges vont comprendre que ce monsieur-là est en train de chercher seulement à semer les troubles. Les résultats sont déjà là. Les élections ont été bien tenues. C'est la CENI qui a demandé qu'on ne puisse pas aller là-bas parce qu'il y a des maladies, ainsi de suite. Et c'est la CENI qui doit organiser les élections. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui doit organiser les élections. Oui, Jean-Claude. Oui, je voulais venir à toi, Bernard Pongui. J'ai une question précise. Alors, vous parlez de confusion, Jean-Claude. Est-ce que vous pensez que cette confusion ne résulte pas du fait même du travail de la CENI qui, elle, déjà en amont, a créé une espèce de désordre, c'est-à-dire en invalidant ou en retardant l'élection dans certaines circonscriptions et finalement en proclamant précipitamment des résultats? Pourquoi n'avoir pas attendu que tout le monde vote pour décider? Vous ne voyez pas que cette CENI a encore compliqué le travail de la Cour suprême? Et alors, si, je poursuis ma question, alors si le vote venait à être organisé dans ces circonscriptions retardées, que fera la Cour constitutionnelle à ce moment-là? Reviendra-t-elle pour inclure ces résultats et invalider son réquisitoire qu'elle aura déjà prononcé? Que doit-il se passer? Bon, Jean-Claude pourrait peut-être répondre à la question. Bernard Pongui, tu auras la parole. Allez-y, Jean-Claude. Oui, je disais ceci. D'abord, en amont, il faut comprendre que le candidat qui se plaint aujourd'hui ne voulait pas aller aux élections.
il était le candidat du boycott. Le monde a vu comment il a fait la campagne à travers le territoire national, en train de dire à tout le monde de brûler les machines à voter, de ne pas aller voter. S'ils arrivent là-bas, qu'ils demandent un bulletin et un papier, qu'ils demandent un papier et un stylo pour écrire le nom de son candidat. Vous comprenez? Donc déjà, il était venu avec l'attitude de la contestation. Il ne voulait pas que ces élections puissent avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'il a été choisi par les candidats qui ont été invalidés. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito. Ces candidats malheureux qui n'ont pas été admis à ces élections n'avaient aucun intérêt à gagner si les élections venaient à être organisées. Il fallait avoir quelqu'un qui viendra tout boycotter pour que ces élections ne puissent pas avoir lieu, que la crise s'installe et que ça puisse donner lieu à de nouvelles négociations comme les Africains sont habitués. Et ces négociations qui pouvaient aboutir à une transition. Dans ces cas, tout le monde peut revenir à la case de départ et prendre place dans ces élections. Alors, dire que la confusion, c'est la CENI, je dirais non. Parce que si vous avez accepté d'aller aux élections avec les conditions de la CENI, il faut accepter toutes les conséquences. C'était déjà prévisible pour tout le monde, pas seulement pour Martin Fayulu. Voilà pourquoi le président Tshisekedi avait dit, avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Tout ça, c'était des stratégies du gouvernement pour décourager les candidats à aller aux élections. Même à un jour des élections, on a reporté d'une semaine la tenue des élections. Tout ça pour créer une situation d'incertitude pour amener tout le monde à dire, bon, alors on ne part pas aux élections. Mais comme tout le monde avait souscrit d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, d'accepter toutes les conditions, les manœuvres que la CENI était en train de faire, nous avons vu des machines à voter transportées dans des pirogues, sur des vélos, toutes ces conditions-là, nous avons vu que c'était vraiment un sabotage. Ces gens-là ne voulaient pas qu'il y ait des élections. Mais aujourd'hui que les élections se sont passées, il n'y a aucune élection au monde qui a été bien organisée. Partout, il y a toujours des contestations. Même ici aux États-Unis, vous voyez toujours, on vous dit, les Russes se sont mixés et tout ça. Il n'y a jamais eu des élections parfaites. Donc, la RDC ne fera pas exception. Aujourd'hui, le problème n'est plus à dire la CENI avait mal organisé. Le problème, c'est nous devons tous être traités de la même manière devant la loi. La loi a ses obligations. Avant de saisir la Cour, c'est vous qui devez prouver à la Cour que ce que la CENI a dit, c'est faux. Moi, je suis le vainqueur. Vous apportez les éléments de preuve. Devant la Cour... Notamment les fameux recomptages, les procès-verbaux, c'est cela Oui, regardez, ce n'est pas la CENI qui doit donner les procès-verbaux. C'est le candidat qui doit prouver que lui est le gagnant parce qu'il a les preuves. Ils ont fait leur propre dépouillement. Ils ont trouvé qu'il y a disparité entre les données qu'ils ont et les données de la CENI. Mais dans le contexte de Martin Fayulu, il se présente devant la Cour, il n'a pas de PV, il demande que la CENI puisse amener les éléments de preuve. Ils ont fait la même démarche. Nous avons senti ça dans l'Église catholique. Jean-Claude, nous reviendrons là-dessus, sur comment le rapport CENI, procès-verbaux. Mais je voudrais d'abord rapidement donner la parole à Bernard Pongui, qui l'attend il y a quelques minutes. Allez, Bernard Pongui, je vous écoute. J'ai bien aimé les quelques phrases que mon frère Jean-Claude venait de préciser. Nous devons être tous égaux devant la loi.
Ça, c'est très bien. Maintenant, revenons dans le contexte juridique du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit être une cour qui est totalement impartiale et qui doit regarder les deux parties. On peut même dire les trois parties. On va dire le camp de ceux qui ont été proclamés gagnants, le camp de ceux qui ont fait de recours, et puis du point de vue organisation, donc l'institution qu'on a mis en place, qu'on appelle ici la Commission électorale indépendante. Donc, le cas de la République démocratique du Congo, il y a eu contestation sur les résultats présentés, proclamés par la Commission nationale électorale indépendante. Les recours sont lancés au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est le garant de la Constitution, donc qui ne peut pas léser des enfants de la République démocratique du Congo, doit regarder dans tous ces trois groupes. Côté des constats de ceux qui ont contesté, du côté de ceux qu'on a donné la victoire, et aussi de celui qui a organisé les élections. Donc, ce que la Cour constitutionnelle doit faire pour apporter la quiétude et la transparence dans la prise de leurs décisions, ils vont donc essayer de regarder les procès-verbaux. Bon, quand mon frère Jean-Claude a dit, ce n'est pas à la CENI de présenter les procès-verbaux à la Cour, alors nous pensons que ça ne doit pas fonctionner de cette façon. Il y a eu contestation, ceux qui ont perdu, s'ils ont des PV ou pas, mais c'est à la Cour d'aller chercher ces PV-là. C'est la Cour qui va aller chercher pour démontrer à ceux de l'opposition que nous avons pris notre décision par rapport à ces PV. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en le faisant, en ce moment-là, la Cour peut se rassurer de son impartialité dans la prise de décision. Et la Cour va donc utiliser les PV comme moyen de leur décision. Et c'est ça qui va emmener la confiance auprès de la population, la confiance auprès même de ceux qui vont supporter, et même de cette communauté internationale, et éventuellement la confiance au président élu ou le nouveau président de la République démocratique du Congo. Mais si vous ne partez pas dans les procès-verbaux, et vous vous fiez simplement aux déclarations, parce que la CENI a dit ceci, mais la CENI est nommée par ceux qui sont au pouvoir, puisqu'on nous parle déjà des deals qui se sont faits entre celui qui a été élu président actuel et ceux qui sont au pouvoir. Donc, vous voyez que ça va apporter une qualité et une sorte de méfiance au sein de la population. Voilà pourquoi nous disons je peux dire un mot. Allez-y, et puis on donne la parole à la dame. Je voulais dire ceci. Ce que vous dites, vous avez raison. C'est comme ça que les choses doivent marcher. Mais le problème, c'est à quel niveau? Le candidat qui se plaint doit prouver qu'il a gagné avant que la Cour ne donne cet ordre à la CENI de pouvoir présenter tous les résultats que la CENI, parce que c'est la CENI qui avait 511 000 agents sur le terrain. Ils ont tout. Ils ont tout. L'Église catholique n'avait que 40 000 personnes qui ont travaillé, mais les autres avaient 511 000. Donc, si on a besoin de vrais résultats, la CENI a ça. Mais ici, on ne va pas se mettre dans l'exercice de pouvoir demander à la Cour, chaque candidat, il y avait 21 candidats, chaque candidat viendra dire, non, c'est moi qui a gagné, et la CENI a proclamé une autre personne. Vous voyez, n'est-ce pas? On ne dit pas que c'est Martin Fayulu. Nous prenons les cas de tous les candidats qui étaient là. S'ils doivent se présenter devant la Cour, chacun contester les résultats. Alors Jean-Claude, voulez-vous me faire croire que, voulez-vous dire que le candidat doit apporter à cette Cour tous les procès-verbaux pour établir qu'il est le... Voilà, c'est pourquoi là, ils ont des séances de formation, tous les partis politiques. Avant d'aller aux élections, on forme certaines personnes dans leurs partis politiques pour être des formateurs à leur tour au niveau de leurs partis politiques, les formateurs des témoins, pour leur montrer comment les choses fonctionnent les jours de vote, avant, pendant et après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces témoins, moi j'étais candidat député en 2006, chez moi au Kasaï. Je connais comment ces choses-là fonctionnent. J'avais mes propres témoins. Et si vous me permettez, une minute, je peux vous prendre la liste électorale
Jean-Claude, nous n'avons pas besoin des preuves, nous vous croyons sur parole. Est-ce que je peux compléter, Jean-Claude? Oui, mais je voudrais bien donner la parole à la dame pour qu'elle… D'accord, je vous donnerai juste une minute pour donner un petit point de vue. Donc, c'est ça qui fait que la Cour ne peut pas directement dire que celui qui est venu se plaindre a raison. Il doit prouver qu'il a raison pour que la Cour puisse maintenant demander la confrontation de ce que la CENI a et ce que le candidat a. Mais le candidat se présente, il est main vide. Il dit non, non, c'est moi qui a gagné. Donc, vous devez demander à la CENI de publier. Ils ont fait ça à la Cour, au Conseil de sécurité. L'Église catholique. Oh non, nous demandons au Conseil de sécurité d'exiger à la CENI. Si je comprends bien, Jean-Claude, ce que la Cour a maintenant, ce sont simplement des écritures, donc des statistiques et non les documents. Voilà, des statistiques. Tout est sur l'Internet. Vous pouvez voir même ce que l'abbé Cholet et le monseigneur Outembi, ce qu'ils ont dit devant le Conseil de sécurité. Ils ont dit qu'ils ont travaillé avec des méthodes statistiques de projection sur des données de 10%, de 47% et de 71%. Vous comprenez? Donc, sans avoir de preuves matérielles, ils ont utilisé des téléphones smart, les gens de l'Église catholique, en prenant les photos. On va parler de ces… Non, mais c'est de ça que nous sommes en train de… Parce que quand on parle en termes de… Martin Fayulu a gagné… La parole à Bernard et nous reviendrons sur comment chaque parti a collecté ses procès-verbaux. Alors Bernard, rapidement, en 45 secondes. Non, mais écoutez, John Louis, je veux encore le dire, la Cour constitutionnelle est le garant de la Constitution. La Cour constitutionnelle va déclarer un élu en fonction des procès-verbaux et non en fonction de ce que la CENI venait de leur donner. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si vous n'avez pas les véritables résultats ressortants des urnes, si la Cour constitutionnelle aujourd'hui se décide de déclarer un candidat gagnant de l'élection présidentielle, nous pensons que ça va apporter une forme de séparation au sein de la population. Or, la Cour constitutionnelle, qui est le garant de la Constitution, doit se rassurer que si elle arrive à confirmer un individu comme président de la République, et que l'individu le mérite par des votes ressortant des urnes, donc les procès-verbaux. Donc la Cour constitutionnelle, c'est dans son rôle de demander à la CENI de nous fournir les procès-verbaux, les véritables procès-verbaux ressortant des urnes. C'est comme ça, et c'est en fonction de ça qu'elle va se décider de prendre une décision. Mais si elle va seulement attendre que ceux qui ont été lésés lui apportent des justifications, alors là, nous pensons que la Cour, en ce moment-là, ne jouera pas son rôle impartial. Le rôle d'impartialité, c'est des preuves, et les preuves consistantes qui sont de demander à la CENI, qui est une organisation indépendante, parce qu'elle n'est pas seulement du côté du pouvoir, elle est indépendante, donc elle doit apporter ses preuves à la Cour constitutionnelle, et c'est donc le devoir de la Cour constitutionnelle de demander ces preuves-là afin de baser sa décision finale sur les procès-verbaux. Voilà. Alors, Olga, nous reviendrons sur vous, Jean-Claude. Jean-Claude, Olga, vous pensez que la Cour doit d'autorité se saisir de ces procès-verbaux et procéder au recomptage de voix, Olga. Je vous rappelle que nous avons des questions qui pleuvent déjà, donc que je pourrais vous proposer après l'intervention de notre sœur Olga. N'oublions pas qu'au départ, pour organiser ces élections, tous les candidats et même le peuple n'étaient pas d'accord pour les machines à voter, les machines à qui on avait même attribué le nom, les machines à tricher. Donc aujourd'hui, le fait que le candidat gagnant a été c'est parti par rapport à ces machines à tricher, qu'on avait appelé les machines à tricher, et que l'autre parti, l'autre candidat proteste par rapport aux résultats de ces machines. Moi, je pense que la Cour aurait pu venir, parce que n'oublions pas que Martin Fayulu quand il est parti aux élections, tout en exigeant qu'il y ait un stylo et le bulletin. Donc, ceci dit que
puisque les résultats ne font pas partie de ceux des bulletins et de stylos, maintenant qu'il accuse, il veut connaître la vraie vérité, les vrais résultats. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle devait faire part, de venir avec les preuves aussi en disant que voilà, nous sommes partis à partir des machines et à partir des PV. Parce qu'ils sont accusés, ils doivent aussi prouver à la population ou aux plaignants, voilà, nous sommes partis par rapport à ces résultats, c'est par rapport à des machines et au PV. N'oublions pas que ces machines-là, ce n'était pas seulement Martin Fayoulou, c'était tout le monde qui était contre les machines à voter. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on a nommé, on a proclamé celui qui est là actuellement, et qu'on va oublier que tout le monde avait contesté contre ces machines. Donc, venons d'abord par le départ, et parce que les machines étaient contestées, et allons avec ces deux résultats, et comme ça, on pourra savoir qu'effectivement, c'est ceux-là qui c'est qui a gagné les élections. Ne partons pas avec les sentiments parce que, bon, c'est la personne que que nous aimons, parce que la personne c'est l'autre personne qui a gagné. Nous allons oublier le départ de ce que nous avons contesté. Et moi, je dirais que j'ai beaucoup de respect pour le parti UDPS parce que le père Étienne Tshisekedi a vraiment travaillé, a vraiment combattu pour que nous ayons aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir, qui est même le peuple et ce courage de se lever. C'est grâce au combat qu'a mené Étienne Tshisekedi. Mais nous ne bafouons pas ce que le combat de Étienne Tshisekedi par rapport aux résultats aujourd'hui qu'on oublie. Parce que même lui-même, le père Tshisekedi, s'il était là, je ne pense pas qu'il serait d'accord du résultat aujourd'hui. Bon, on va supputer sur le père qui n'est pas là. Je voudrais prendre quelques questions. Jean-Claude, vous avez eu à la limite quelques attaques ici. Jean-Claude, est-ce que vous m'entendez? Je constate que le micro n'est pas ouvert. Voilà, Jean-Claude, vous m'entendez, je crois. Ouais. Voilà, nous avons une question de Charles Alexandre. Le principe de cette émission, Jean-Claude, c'est de plutôt donner la parole à ceux qui nous suivent. Alors, nous avons une question de Charles Alexandre qui viendrait peut-être à la fin, puisqu'elle parle des rapports Kabila, voilà, de la suprématie même de Kabila dans cette classe politique. Bon, mais vous avez Trocadoro, Richacha, ils ont toujours des noms fantaisistes, comme vous allez le constater. Voilà, plusieurs témoins de l'AMUCA et les observateurs de la SENCO n'ont pas reçu les accréditations. C'est un désordre organisé pour réaliser une mascarade électorale. De quel PV parle-t-on quand on a chassé les témoins de l'AMUCA et confisqué les PV qu'ils détenaient? Qu'en dites-vous, Jean-Claude? Oui, nous parlons à plus de 10 000 kilomètres, donc il ne faut pas croire que je vais vous donner l'exactitude de la réalité sur le terrain parce que je n'étais pas là. Ok. Nous, toi comme moi et tous mes autres frères qui sont là, nous avons suivi à distance. Donc, à ma connaissance, les élections, comme j'ai un peu décrit ici, c'était que le gouvernement préparait la population à un boycott. Donc, il fallait mettre tous les ingrédients, rassembler ça pour que les élections ne puissent pas avoir lieu. Ils ont fait toute forme de manœuvre, vous connaissez depuis 2016. Ils n'ont pas organisé ces élections-là. Mais les jours des élections, ce n'est pas seulement les observateurs de la SENCO à qui on a refusé certaines accréditations. Parce que l'IDPS, nous avons suivi le directeur de campagne, M. Vital Kamerhe, dire que sur les 100% de leurs témoins, parce que l'IDPS à lui seul avait 270 000 témoins. Je dis bien 270 000 en raison de 3 témoins par bureau de vote. C'est-à-dire, si un est absent, l'autre peut le remplacer, ou si il est malade, l'autre peut prendre sa place.
Alors, ils n'ont pas eu aussi, à certains endroits, ils n'ont pas eu accès dans des bureaux de vote. Ce qui fait que, quand M. Vital Kamerhe expliquait, il disait que nous avons utilisé d'autres méthodes pour avoir quelqu'un à l'intérieur du bureau de vote. C'est-à-dire, si on sait que ça, c'est un candidat de l'UDPS, on refuse qu'il puisse entrer. Alors, nous trouvons quelqu'un, nous disons par exemple, il est par exemple de parti PR. C'est un nom que je dis. Quand on voit ce PR, on laisse entrer. Or, cette personne qui entre, il est toujours de l'UDPS. Sur les 3 personnes-là, ils ont fait un pour l'UDPS, les 2 autres ici, ils ont créé une identité douteuse pour permettre, les gens d'entrer. Parce que les gens qui sont au pouvoir avaient tout mis en place pour que même les PV, que les partis de l'opposition ne puissent pas avoir ça. Je vous informe que les gens de la Mouka n'avaient pas de témoins. Ils n'ont pas eu le temps de former les témoins. Rappelez-vous que tous les candidats allaient aux élections de manière individuelle. Parce que cette histoire des candidats communs est intervenue pratiquement à 1 mois des élections. Ils ne s'attendaient pas, ils ne se mettaient pas d'accord sur certains points. Ils ont commencé à Kinshasa, ils sont allés en Afrique du Sud et puis ils ont fini par Genève. Et tout ce temps-là, c'était le moment où les candidats pouvaient former leurs témoins. Martin Fayulu allait aux élections comme candidat de la dynamique de l'opposition. C'est en dernière minute qu'il va basculer dans cette histoire de la Mouka. Or, la Mouka n'est pas un parti politique, c'était une plateforme électorale où il n'y avait pas ni témoins ni observateurs. Donc, vos téléspectateurs cessent de dire des choses qui n'existent pas. La Mouka n'avait pas d'observateurs ni de témoins. La Mouka a utilisé l'Église catholique. C'est sur France 24 que nous tous, nous apprenons par un des porte-parole de la Mouka qui s'appelle M. Olivier Kamitato, qui nous dit que, bon, écoutez, nous avons acheté 40 000 smartphones. Nous disons, tiens, 40 000 smartphones, ils ont donné à qui? Et à Kinshasa, l'Église catholique, donc la Senko, dans leurs interventions, comme ils étaient devenus des stars, ils parlaient presque à tout moment. Ils lâchent un mot. Nous avions 40 000 observateurs. Nous disons, ah, donc les 40 000 téléphones ont été utilisés par l'Église catholique. Mais Jean-Claude, le secrétaire général de la Senko a bien dit que ces téléphones avaient été achetés par les puissances occidentales comme la Belgique. Ah, oui, mais vous comprenez qu'il y a un lien direct. La Belgique et la France, ils ont été ensemble. Katumbi et Bemba, ils étaient en France, ils ont fait le travail avec les Drians. Ils ont fait tout pour que l'Église catholique, comme c'est une institution crédible, que tout le monde va accepter, que ce que l'Église catholique va dire puisse être comme la parole de la Bible. C'est l'Église catholique qui n'était pas vraiment, qui n'a pas fait un bon travail, qui aujourd'hui est responsable de la situation que nous vivons. Parce qu'ils ont travaillé pour un candidat. Kabila a mis dehors les contrats de plusieurs multinationales. Et Kabila a mis dehors l'Union européenne. Il a refusé de prendre leur argent. Il a refusé de leur interférence dans les... Est-ce que ce n'était pas pour éviter qu'ils s'impliquent dans les résultats et contrôler ce qui devrait être proclamé? En le mettant à l'écart, les Européens ont trouvé un autre moyen de contourner Kabila. Ils ont utilisé l'Église catholique. Parce que les Européens avaient déjà leur candidat qui devait remplacer Kabila, c'est Katumbi ou Bemba. Bemba a été libéré de la prison de la Haye en dernière minute, à quelques semaines de la fin du dépôt des candidatures. Une précipitation, tout le monde a vu ça, mais les gens ne connaissaient pas que ça faisait partie du plan des Européens, la France. Parce que la France a perdu la Centrafrique. La France voulait faire une alliance avec la Belgique pour récupérer la RDC. Voilà ce qui
explique la conspiration de l'Union européenne autour de l'Église catholique pour pouvoir créer la situation que nous avons aujourd'hui. C'est l'Église catholique qui a travaillé pour la Mouka. L'Église catholique qui devait être au milieu du village, l'Église catholique a choisi son camp. Malheureusement, l'Église catholique n'a pas eu les 100% des résultats. Ils ont pris l'échantillon de Kinshasa, où Martin Fayoulou était en tête. Ils ont fait des projections. Nous tous, nous avons fait la statistique. Donc, nous ne pouvons pas nous baser. Il y a des marges d'erreur. C'est une probabilité. Ce n'est pas que cette réalité-là de Kinshasa peut être transposée sur toutes les autres villes, sachant que les votes au Congo sont tribales, sont régionales. Les gens votent selon leurs acquaintances, leurs rapprochements ethniques, ainsi de suite. On ne peut pas déterminer la réalité d'une région et employer ça, utiliser ça dans d'autres régions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je condamne jusqu'aujourd'hui. Je dis, on ne pouvait pas avoir toutes ces tensions si l'Église catholique. Voilà. C'est un point de vue. Alors, nous allons, avec Bernard Pongui, apprécier le temps presse. Nous allons bientôt nous séparer. Bernard Pongui, comment évaluez-vous cette Église catholique? On l'a vu très active à l'origine. Vous savez qu'elle a beaucoup fait organiser des messes, des militants tués, des prêtres fusillés dans les églises. Alors aujourd'hui, l'Église catholique semble ternir tout cela. Donc, au finish, on constate qu'effectivement, il y a une espèce de volte-face, peut-être, dirait-on à la limite, de complicité dans cette affaire. Comment appréciez-vous cette Église à ce jour, relativement à la situation, bien sûr, des élections? Bon, écoutez, M. Jean-Louis, moi déjà, ça me surprend de voir mon frère Jean-Claude culpabiliser l'Église catholique tout en oubliant tout le travail que l'Église catholique de la République démocratique du Congo a fait en amont. Il faut le dire que l'Église catholique a eu à décrocher plusieurs contrats, même l'accord du Saint-Sylvestre qu'on appelle, a poussé à l'alternance. Hein. Il faut le dire que l'Église catholique a beaucoup travaillé là-dessus. En comparaison avec l'Église catholique au Congo-Brazzaville, qui danse avec le pouvoir en place, où les prêtres se sucrent du champagne, sont toujours derrière sa soupe, où les prêtres étalent le tapis rouge à un dictateur, à l'église, dans l'église, où les prêtres jouent au jeu du pouvoir. L'église catholique a été sur le terrain du côté de la population en République démocratique du Congo. Bon, quand on nous dit l'église catholique du Congo a travaillé à choisir un clan, personnellement, je ne vois pas ça. Mais nous voyons tout ce que l'église catholique du Congo, de la RDC a dit, qu'ils connaissaient le nom du gagnant. Vous voyez, donc, bon, on peut parler. Est-ce que ce n'est pas de l'irresponsabilité que d'agiter les gens de cette manière? Il faut le dire que l'église catholique en République démocratique du Congo, un pays de plus de 60 millions, a une influence directe sur la population. Et c'est d'ailleurs le travail bâti par l'église catholique qu'aujourd'hui que nous sommes même arrivés aux élections parce que l'église a quand même supporté la société civile dans toute la souffrance. L'église a eu à organiser même des marches pour la démocratie. Donc, dire que l'église catholique a choisi un clan, personnellement, je ne vois pas trop ça. Mais par contre, ce que j'aimerais dire que je suis contre l'implication de la France et la Belgique dans cette affaire des élections en République démocratique du Congo. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut le dire que c'est toujours la France et la Belgique qui ont installé Joseph Kabila au pouvoir. Et c'est toujours la France et la Belgique qui ont tiré en longueur l'organisation des élections dans ce pays. Bon, dire aujourd'hui que la France et la Belgique se mettent du côté du peuple de la République démocratique du Congo, ça nous étonne quand même. Vous voyez? Et nous savons que la plupart des temps, quand des pays comme la France interviennent dans les affaires intérieures, c'est pour des intérêts spécifiques. Hein? Le grand problème que certains ne connaissent pas, le président Poutine l'a dit, ceux qui maîtriseront l'intelligence artificielle vont dominer le monde, mais pour faire de l'intelligence artificielle, ce que nous appelons la technologie de pinpoint, il faut du matériau, et ce sont des matériaux rares. Tous ces matériaux-là, vous trouverez 90% de ces matériaux en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Donc, contrôler la République démocratique du Congo ou mettre la République démocratique du Congo sous leur influence leur permettrait de contrôler ces matériaux. Et c'est cela le véritable problème.
que nous voulons expliquer à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que, Olga, vous pensez comme Bernard Ponguy que finalement, je crois que Jean-Claude a abordé le problème de la production, c'est beaucoup plus ces intérêts qui agissent ces milieux occidentaux plutôt que la volonté de vouloir installer la démocratie dans ce pays, Olga? Moi, je voudrais revenir sur l'Église. Sur ce que, oui, sur ce que mon frère rapidement, allez-y, oui. Par rapport à l'Église catholique, je suis vraiment surprise d'entendre ces propos parce que je sais que depuis mon enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Église catholique de la RDC a toujours accompagné la population vers le résultat qu'on a aujourd'hui, vers la démocratie. Ils ont toujours accompagné la population. Toutes les marches qu'il y a eu en RDC, on sait que là, comment on appelle, ça a été soutenu par l'Église catholique. On dirait même que notre martyr Rossi Mukwege a été assassiné dans l'Église. Donc, c'est pour dire que l'Église a toujours joué un grand rôle pour la population congolaise. En compte que l'Église a choisi son clan, qui était le clan de Lamuka et tout ça, là, ça me surprend et je dirais que ça serait quand même décevant d'entendre ça parce que je pense, n'oublions pas comment on appelle, le rôle qu'a joué l'Église catholique pour la population congolaise, mon frère Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, nous allons bientôt terminer. Jean-Claude, nous allons nous appesantir sur la victoire de votre candidat. Je crois que vous Je voulais quand même rajouter pour dire à mon frère, c'est pas parce qu'aujourd'hui Kabila a nommé son président que mon frère va oublier le combat et la contribution de l'Église catholique. Donc, je peux réagir. Je crois que Jean-Claude, vous n'aimez pas ce mot de nommer là, hein? C'est cela que vous voulez, à cela que vous réagissez. Ok. Oui, je voulais vraiment préciser, monsieur le président élu, on l'appelle élu, pas nommé. Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit clair. Shadari n'a pas pu convaincre les Congolais. Partout où il est passé, vous avez vu, on l'a même empêché au Kasaï de pouvoir atterrir. Dans certains coins, on était en train de crier sur lui. Donc, Kabila ne pouvait pas faire autrement que d'accepter l'inacceptable. Hein? Ça, c'est le terme que je peux dire. Kabila a accepté l'inacceptable. Lui, au pouvoir, depuis 18 ans, n'a pas pu remplacer après lui quelqu'un de son parti. Et c'est l'opposition qui a gagné, malheureusement. Donc, ce n'est pas une... Jean-Claude. Ce n'est pas une nomination, c'est une élection. Je vous comprends, oui. Jean-Claude. Il a une opinion. Je crois que cette question, je l'ai posée. Oui, c'est tout à fait normal, c'est son opinion. Mais nous, les Congolais... Il a été élu, il n'a pas été nommé, puisque l'élection a eu lieu. Nous devons être responsables. Voilà. Et deuxièmement, je voulais dire ceci. L'Église catholique a été toujours à la solde de l'impérialisme. L'Église catholique, contrairement à ce que vous croyez, l'Église catholique n'a jamais travaillé pour les Congolais. Nous avons eu la conférence nationale souveraine les années 90. C'est l'Église catholique qui a fait capoter cette conférence-là, qui a ouvert le boulevard à la rébellion qui est venue de l'Est du Congo pour aujourd'hui assujettir les Congolais. C'est avec Monseigneur Mosengo à l'époque qui a accepté la troisième voie, qui a fait surseoir toutes les résolutions de la conférence nationale en acceptant qu'on puisse, comme il y avait le conflit entre Ngunz et Tshisekedi, on a sorti une troisième voie qui était Léon Kengo Adondo. C'est l'Église catholique qui nous a mis dans cette merde que nous sommes aujourd'hui. Nous dire aujourd'hui que l'Église catholique a été toujours aux côtés de la population, je ne sais pas de quelle Église vous parlez. La même Église qui a soutenu l'esclavage, qui a travaillé pour qu'on puisse vendre les nègres. Cette Église-là n'a pas changé. Tous les prêtres que vous voyez travaillent pour le Vatican. Ils ne sont pas au service des nations dans lesquelles on les a mis.
Ils travaillent pour le Vatican. Ce sont des serviteurs, des employés du Vatican. Et qui parle Vatican voit les multinationales. L'implication de tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des multinationales qui sont derrière, qui se cachent derrière l'Église catholique. Toutes les marches, tout ce que vous avez vu, c'était dans l'optique de pouvoir refaire la bonne santé dans la communauté et préparer l'Union européenne à pouvoir soutenir ces actions-là pour qu'ils puissent aboutir là où nous sommes aujourd'hui. L'implication de l'Église catholique dans ce qui se passe au Congo, c'est depuis l'Europe. Ce sont des injonctions, ce sont des instructions qu'ils ont reçues de l'Europe pour permettre à ce que Kabila puisse tomber, parce que Kabila a promulgué le code minier qui n'est pas à l'avantage des intérêts occidentaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de jurer à sa disparition. Ils veulent qu'il puisse quitter le pouvoir pour que eux, avec les autres Congolais, comme Jean-Pierre Bemba, que je venais de dire, et Moïse Katumbi, l'un des deux puisse prendre la gestion du Congo. Jean-Claude, j'ai une question d'un auditeur qui... Jean-Claude, j'ai une question d'un auditeur, Charles Alexandre, se demande comment expliquer qu'après 18 ans de règne sans partage, de dictature, Kabila a encore un soutien d'une bonne partie des Congolais. Je voudrais ici aborder la question de Kabila, hégémonie et le pouvoir que vous venez d'avoir donc à l'UDPS, notamment de Tshisekedi. Quel est son levier, sa marge de manœuvre? Comment va-t-il diriger alors que nous savons que Kabila il est là en train de tirer sur les ficelles, que Tshisekedi n'a pu obtenir une majorité présidentielle parlementaire pour gouverner? Est-ce qu'on doit croire finalement que les Congolais finalement n'ont voté que pour le père à titre posthume que pour Tshisekedi lui-même? Dans toutes les démocraties, cette réalité est normale. Donc, dans beaucoup, je voulais dire, la cohabitation n'est pas à exclure dans la démocratie. Si vous manquez la majorité, vous pouvez cohabiter. Vous pouvez, même ici aux États-Unis, vous pouvez voir le Sénat est rempli de républicains, la Chambre basse est remplie de démocrates. Donc, ils vont essayer de cohabiter sur certaines questions. Ils vont se faire des concessions pour que le pays avance. Est-ce que vous voyez Jean-Claude la situation de la majorité n'est pas une situation que nous devons évoquer aujourd'hui. Parce que en 2006, nous avons eu des élections. Je vous ai dit que moi-même, j'avais pris part. Jean-Pierre Bemba est sorti premier. Il a gagné les élections. Malgré ce que la communauté internationale avait fait pour qu'il puisse finalement céder sa place à Kabila. Mais celui-là qui avait gagné les premières élections n'a jamais eu 40 députés au Parlement. Comment expliquez-vous le fait que c'est Jean-Pierre Bemba qui est massivement élu au Congo, mais au niveau de 2 chambres, les sénateurs, il n'a même pas 30 sénateurs, il n'a même pas 40 députés. Comment expliquez-vous cela? Et en 2011, nous avons connu la même réalité. Etienne Tshisekedi a gagné les élections. Vous vous souvenez, le fameux Imperium. Il a même prêté serment chez lui à la maison. Il a gagné les élections, mais quand vous regardez le nombre de députés de l'UDPS au Parlement, c'était 41 contre à peu près 180 du clan de Kabila. Comment vous expliquez ça? Le problème est simple. Depuis 2001 jusqu'en 2006, c'est Kabila qui est au pouvoir. Il a tous les leviers, il a l'argent. Chez moi, dans mon village, dans mon territoire, la majorité de la population, j'ai parlé avec ma mère juste après les élections. Elle me dit, ici, tout le monde a voté pour Tshisekedi. Mais au niveau des députés, les gens ont voté le fils du coin.
Évariste Bochab, qui était l'ancien président de la Chambre basse du Parlement. C'est un kabiliste, il est de chez moi, il a été élu. Les gens ont dit non, Chadari, nous, on ne le connaît pas. Nous, on va choisir Tshisekedi, mais au niveau des députés, nous allons choisir celui qui est toujours avec nous ici. Évariste, qui a construit des écoles ici pour nous, qui a fait des ponts, qui a fait ceci. C'est cette réalité-là. La configuration géopolitique congolaise est basée sur les tribus, est basée sur les intérêts. Si vous voyez Jean-Pierre Bemba, ce sont des gens de l'Équateur, les Bangala, qui ont voté nombreux pour les candidats du MLC. Vous verrez qu'au Kassai, Jean-Pierre Bemba n'a eu même pas un seul député. C'est cette réalité-là qui fait que les gens au pouvoir, ils avaient la possibilité d'acheter même des voix, d'influencer des votes. Mais au niveau national, au niveau des présidents de la République, la circonscription électorale, c'est toute la RDC. Je vous comprends. Contrairement aux députés et aux sénateurs, leurs circonscriptions sont bien données. C'est spécifique dans un coin donné. Et les sénateurs seront élus au second degré, je voulais dire, dans les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales, qui sont elles-mêmes l'émanation de cette réalité-là locale. Donc, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Si Félix Tshisekedi termine son mandat et qu'il réussissait, par exemple, à constituer une majorité, parce que la majorité que vous voyez aujourd'hui au pouvoir, demain, ils seront à l'opposition. Et avec la pédagogie africaine dans la politique, nous renseigne que c'est celui qui est au pouvoir qui attire plus tout le monde vers lui. Donc, vous pouvez retrouver cette majorité-là basculer demain du côté de... Voilà, c'est la question que je voulais poser à Bernard Pongui, Jean-Claude. Est-ce que nous nous séparons dans quelques minutes? Bernard, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura là une espèce de recomposition? Parce que ce qui est constant, c'est de voir que les choses telles qu'elles se présentent actuellement ne donnent pas à M. Tshisekedi la puissance nécessaire pour gouverner en toute liberté. Jean-Claude, vous parliez déjà des injonctions de M. Kagame qui voit dans ce qui se passe la perte du gâteau. Alors, est-ce que Bernard Pongui, vous ne voyez pas que Tshisekedi devrait peut-être s'employer à jouer d'autres cartes pour construire progressivement une autre force au Parlement, bien sûr. En politique, hein, les accords se font et se défont aussi en politique. Il faut être un homme subtil hein, qui a une vision pour pouvoir emmener en bien sa politique et bien gouverner. Tshisekedi n'a pas assez d'expérience en politique. Il va falloir, si et seulement si on le confirme président par la Cour constitutionnelle, il a vraiment intérêt de surpasser les divisions qui les séparent. Hein. C'est-à-dire qu'il fasse baliser autour de lui des hommes qui ont une vision pour le pays. Qu'il s'agit du camp de Lamuka Fayulu, il faut dire que Fayulu a été un véritable combattant du côté du Tshisekedi père. Qu'il s'agit de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, il a vraiment ce devoir-là. Si en réalité, nos amis de la République démocratique du Congo veulent débouter hors du pays, les occupants, éventuellement bien entourés par le Rwanda, et qui ont infiltré tous les services, services économiques, services de sécurité. Si vous voulez exfiltrer ces gens-là hors de votre pays et organiser votre pays, vous avez là le droit de faire des véritables accords entre eux. En politique, nous savons, les jeux, les cartes. Vous avez raison. Si et seulement s'il est nommé président, vous n'avez pas envie de brûler la RDC là. Brûler la RDC, la RDC demeure le moteur économique, le moteur de la stabilité de la sous-région, même de l'Afrique d'une manière générale. Toutes les matières premières sont là, tout le monde vient. Une RDC organisée, les pays aux alentours, on n'aura pas le choix de s'organiser. Donc, ça, c'est vrai. Nous demandons à nos amis de la République démocratique du Congo, qu'il soit Fayulu, qui est nommé après la Cour constitutionnelle décide de mettre en place ou Tshisekedi, c'est le grand rassemblement pour débouter hors d'état de nuire les intérêts occidentaux, les intérêts pilleurs hein, qui apportent toujours la criminalité, les morts, les assassinats. Mais regardez l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sont ces mêmes multinationales gangrénées par les Occidentaux qui acceptent qu'il y ait le chaos à l'Est. Moi, j'ai toujours dit plus de 20 millions de morts. Vous voyez. Donc,
on le dit, en politique, les accords se font, se défait. Oui, si les gens estiment que Tshisekedi a signé un contrat, Tshisekedi peut être un homme subtil, arriver puis à chasser Kabila, à faire des alliances avec ses grands frères et tout, et amener leur pays dans la nouvelle direction. Ça, en tout cas, ça c'est le conseil que je peux donner, mais qu'on n'en veuille ou pas, nous sommes contre les fraudes électorales, nous sommes contre la politique à deux vitesses, nous sommes contre la diplomatie à deux vitesses, nous sommes contre le concept de deux poids, deux mesures, hein, comme d'ailleurs nous sommes en train de voir tous ces chefs d'État africains qui sont en train de vouloir aller faire des alliances en République démocratique du Congo, imposer des alliances politiques. Ça ne se fait pas. C'est l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Nous avons vu des élections au Congo, au Brazzaville, où El Sassouki a tué, qui a emprisonné le monde, mais on n'a pas vu l'Union africaine organiser un sommet spécifique. On voyait même des représentants pour aller chercher à régler l'affaire du Congo. Sassouki a commis le génocide au Congo-Brazzaville. On n'a pas vu cette Union africaine. Même une tribune au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout est bloqué par la France. Et comment pouvez-vous expliquer que c'est la France qui appelle à un Conseil de sécurité pour pouvoir parler des affaires de la République démocratique du Congo? Ça doit nous ouvrir les yeux. Nous, les enfants d'Afrique, il faut que nous ouvrons les yeux. Voilà, Bernard Pongui, vous aurez dans quelques secondes le temps de faire votre conclusion, puisque nous terminons. Alors, Olga, je voulais rajouter ceci. Hein. Olga, j'ai une question précise à vous. Oh, okay, voilà, Olga, est-ce que ce n'est pas pour les Congolais de la RDC un moindre mal que finalement d'avoir Tshisekedi au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas le moindre mal? Ben, écoute, de toute façon, les élections, le but des élections, c'était quoi? Le slogan, c'était Kabila dégage. Donc, peu importe si c'est Tshisekedi ou Martin Fayulu. Donc, l'enfant du pays voulait libérer le Congo dans les mains des occupants. Donc, ça, c'était déjà le but de ces élections. Le fait qu'aujourd'hui, que ça soit Félix Tshisekedi ou je ne sais pas qui, je dirais ceci que la population s'attendait que les élections soient bascules du côté de l'opposition. Donc, peu importe. Mais maintenant, c'est la façon dont les élections ont été organisées et les résultats ont été proclamés. Et sinon, autrement, moi, je pense que c'est ce que attendait la population. Mais maintenant, ne tombons pas dans le piège qui se passe en ce moment, parce que pour Kabila, ça serait, si seulement l'opposition se divise en ce moment, ça serait la victoire de Kabila. Ça serait la victoire de Kabila parce qu'il va profiter de ça pour se dire, voilà, même en organisant des élections, en proclamant l'opposition gagnant de ces élections. Il y a trop de bruit là du côté de Jean-Claude. Ils ne sont pas satisfaits. Donc, moi, je dirais que si les élections de Félix Tshisekedi se confirment, cette proclamation qu'il soit élu, comme a dit Bernard Pongui, qu'il essaie d'appeler les anciens, tous ceux qui ont l'expérience, parce que n'oublions pas que Félix Tshisekedi n'a pas d'expérience. Même mon frère Jean-Claude pourrait quand même le confirmer, parce que par rapport à UDPS, je ne pense pas que Félix Tshisekedi, c'était la personne vraiment qui pouvait faire asseoir, ce parti politique. Donc, ce qu'on lui demande, malgré les divergences qu'ils ont eues, qu'il essaye d'appeler ses frères, de se mettre ensemble pour aller de l'avant, pour que le Congo se retrouve pour le meilleur futur de ce pays. Voilà, avant de terminer cette émission, allô, en direct donc du Congo démocratique, un auditeur, voilà, qui a l'habitude de suivre nos vidéos et qui, Monsieur Ali, comment vous appelez? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je suis à l'écoute. Voilà, est-ce que Monsieur Ali, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom là? Je m'appelle Monsieur Ali Lukelo. Voilà, Monsieur Ali Lukelo, vous êtes de Mbanza Ngungu. Est-ce que tout le monde peut l'entendre hein? Oui, on entend. Oui, pardon? Vous êtes de Mbanza Ngungu, hein, c'est cela? Oui, je suis vraiment en Banzangungu. Voilà, donc c'est un ami sur Facebook qui m'a dit hier que les communications sont toujours coupées, notamment l'Internet. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'atmosphère générale après ces élections là-bas en Mbanza-Ngungu qui, je crois, est proche de Kinshasa, non? Oui, nous sommes proches de Kinshasa, plus ou moins 250 km. Alors, le vote s'est terminé. Et comment ça se passe là-bas? Est-ce que l'atmosphère générale est bonne? Essayez un peu de nous décrire ce que vous voyez tous les jours là-bas en Mbanza-Ngungu. Bon, en tout cas, pour ce qui concerne la population, nous sommes calmes. Seulement que nous sommes en train d'attendre seulement la dernière décision de la Cour constitutionnelle. Mais apparemment, hier, on a annulé la Cour, on a décidé que la Cour constitutionnelle ne peut pas encore dénoncer les résultats définitifs parce que la SADC qui va venir plus ou moins demain pour vérifier comment étaient passées les élections parce qu'on a fait dénoncer la personne qui n'a pas reçu beaucoup de voix. Et celle qui a reçu beaucoup de voix, on a annulé son nom. Alors, vous pensez qui avait remporté cette élection-là, vous? Vous êtes de quel parti? En ce qui concerne les élections, la personne qui avait reçu, qui est vraiment le vainqueur, c'est M. Martin Fayoulou Madidi. Alors, c'est ce que tout le monde dit donc dans la rue, c'est-à-dire que l'opinion répandue, c'est de dire que Fayoulou est le vainqueur de l'élection? Oui, nous sommes très rassurés et nous sommes ici. Donc, la population est au courant que c'est M. Fayoulou qui est vraiment le vainqueur de ces élections. Mais on dit que Fayoulou n'a pas pu produire les preuves de sa victoire. Qu'en dites-vous? Non, celles-là, ce sont seulement des raisons qu'on est en train de pousser pour que la personne qui est élue pour le moment soit comme les représentants. Mais selon la population, si même vous voyez seulement les rumeurs, vous allez sentir que non, beaucoup de gens sont seulement contre la personne qui est aujourd'hui. Ils sont pour celui-là qu'on a annulé. Voilà, et est-ce que bon, donc la Cour là, va finalement proclamer ces résultats et s'il arrivait que Kabila, non pas Kabila, que Tshisekedi soit confirmé président de la République, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a là, peut-être pour votre pays, des risques même de balkanisation? Est-ce que vous allez vous en tenir à ce verdict de la Cour constitutionnelle? En tout cas, la Cour constitutionnelle est obligée de publier ces résultats-là. Si seulement la Cour constitutionnelle accepte seulement la décision de la SADC, nous ici au Congo, nous allons subir encore parce que nous irons plus ou moins 3 ans, nous aurons 3 ans peut-être de la transition ou 2 ans. Or, avec ces 2 ans ou 3 ans, c'est toujours la population qui va subir des conséquences. Est-ce qu'avec Tshisekedi, c'est pas mieux que Kabila déjà qui, on le sait, n'est plus là ou est en voie de partir? Bon, Tshisekedi pourra être nié, mais on voit c'est comme s'il est seulement, il symbolise seulement le Joseph, quoi. Alors, mais vous le jugez déjà avant même qu'il n'ait commencé à travailler. Ce n'est pas un préjugé oui, déjà? Parce que par rapport, lorsque vous regardez la façon qu'il a remporté les élections, ce n'est pas lui qui devait être là. Alors, bon, mais alors, merci donc, monsieur Ali. Où vous vous trouvez en ce moment? Bon, je suis à la maison. Voilà. Merci donc d'avoir réagi sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Mais à quand l'Internet? Vous n'avez toujours pas de connexion? Jusque-là, nous n'avons pas de la confirmation concernant l'Internet. Donc, nous sommes toujours en direct comme ça. Voilà, c'était donc monsieur Ali, qui est l'un de nos amis, donc en quelque sorte notre correspondant là-bas, mais qui ne peut plus intervenir, nous envoyer des nouvelles parce que l'Internet est pratiquement
interrompu. Alors, Jean-Claude, vous avez entendu. Est-ce que on peut terminer, donc conclure sur cette réaction d'un Congolais de Mbanza Ngungu? Oui, je respecte beaucoup les opinions des gens. Je crois qu'il est libre de pouvoir donner son point de vue, surtout qu'il est de cette partie du pays où est dominé par les Bakongo. Lui-même, à entendre son nom, il est Mukongo, c'est tout à fait normal. Vous pensez? Oh, ouais. Sinon, là, je suis Congolais, je connais. J'ai eu la chance de sillonner un peu le Congo. Et le frère est en train de donner une tendance dominante dans les coins. Si vous prenez quelqu'un qui est du sud, de l'est et du centre, vous aurez un autre son de cloche. Donc voilà, donc nous ne pouvons pas conclure que ce que le frère a dit, c'est ce qui est la vie de tous les Congolais, mais nous avons eu des élections qui n'étaient pas parfaites, comme ça s'est fait pratiquement partout. C'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de projecteurs qui étaient là, étant donné qu'il y a beaucoup d'intérêts des uns et des autres. Peut-être pas des Africains, mais les autres, les Chinois, les Russes, les Américains, les Européens, tous ces gens-là sont en train de regarder la RDC. Comme mon frère Bernard Pongui l'a dit, la technologie du futur, l'intelligence, vous avez dit intelligence artificielle, voilà. Les matières sont là. Ce n'est pas à chercher. Ce n'est même pas seulement au Katanga. Ce n'est pas seulement au Kivu. C'est même au Bas-Congo. On a découvert que même là à Yumbi, là où on est en train de tuer les gens, ce sont des Rwandais qui étaient venus avec des vaches, qui sont en train de tuer les gens parce qu'il y a des minéraux là-bas. Donc tout ça, nous comprenons que la configuration de la RDC aujourd'hui nous demande, nous, fils d'Afrique, de pouvoir fermer les portes à tous ces prédateurs qui veulent à tout prix dépiécer cette RDC avec les conflits qui sont en train d'alimenter à longueur de journée sur France 24, sur TV5, sur toutes ces chaînes européennes, en train de pousser le peuple à la violence, pousser le peuple à l'explosion. Nous devons avoir beaucoup de retenue. Des chaînes comme les vôtres, comme les nôtres, tout ce que nous faisons là, nous devons promouvoir ça pour que les Africains écoutent ce que nous, les fils d'Afrique, nous disons de notre continent. On ne doit pas tous être à tout moment influencés par ces chaînes internationales qui ont beaucoup à gagner dans nos divisions, dans nos querelles, parce que c'est eux qui sont derrière tous ces chefs d'État, tous ces gouvernements. C'est eux qui remplacent des pions comme dans un jeu de dames. Voilà, là-bas, c'est tel, on l'enlève, on met tel. Et pour notre situation, je demanderai à tous les Congolais d'être solidaires, d'être calmes, comme ma sœur Olga venait de le dire, qu'on avait besoin d'un Congolais pour arrêter cette hémorragie des massacres, des souffrances, des pillages de minéraux. Ces gens-là, voilà aujourd'hui comment Paul Kagame enlève sa veste pour venir piétiner la loi suprême d'une nation au nom de ses intérêts personnels. Il va convoquer une rencontre en extrême urgence pour que les décisions d'un pays souverain soient mises de côté et que sa volonté à lui, à continuer à gérer le Congo, puisse prévaloir. Nous disons non à l'ingérence extérieure. La même Cour qui a publié les résultats en 2006 et en 2011, c'est la même Cour et n'a pas changé, c'est la même. Donc, nous devons nous plier tous, comme nous l'avons fait dans le passé. Qu'il n'y ait pas de troubles. J'ai entendu Martin Fayulu aujourd'hui faire un discours d'apaisement, d'appeler tout le monde au calme, et c'est ce que nous attendons. Il y a la place pour tout le monde. La RDC a besoin de tous les Congolais pour travailler la main dans la main et développer ce pays. Pour travailler, aider ton pays, tu n'as pas besoin forcément d'être politicien.
Tu n'as pas forcément besoin d'être président ou ministre ou sénateur ou député. Et si tu aimes ton pays, tu peux développer. Nous sommes aux États-Unis, nous voyons comment le pays est développé. Le secteur privé est en train de soutenir, c'est la force même de cette nation. Donc que les Congolais se mettent ensemble, qu'on puisse s'apaiser, que Kabila parte, qu'un nouveau régime puisse commencer, que nous puissions soutenir tous ces régimes. C'est un mandat de 5 ans. S'ils n'ont pas bien travaillé, dans 5 ans, nous serons encore convoqués à de nouvelles élections où le peuple pourra sanctionner ceux qui auront mal géré le pays. Voilà tout ce que je demande, c'est l'unité. On a tué des Baluba, la tribu du président élu, dans les Bandundu. On a tué les Baluba à Kinshasa, du côté de Kingasani. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'on a commencé à faire la chasse des Baluba dans l'écologie au sud du pays. Donc, ce sont des actes, ce sont des choses inacceptables. On ne peut pas, au nom d'un président qui est élu, prendre ça, appliquer ça sur sa tribu. Je trouve que c'est injuste. Nous sommes tous Congolais. Nous avons eu des présidents Bakongo, Mukongo. Le premier président était Mukongo. Nous avons eu un deuxième président qui était Mungala. Nous avons eu un troisième président qui est Moussoaïli, avec l'autre qui est là, qu'on considère toujours comme son fils. L'autre qui est là, Voilà, bon, Bernard Pongui, nous allons donc... On considère que c'est son fils, mais aujourd'hui, si un Moulouba prend le pouvoir, je ne vois pas pourquoi ça doit être un problème. Que les Congolais puissent aller au-delà des sentiments tribaux pour essayer de sauver cette nation qui est en proie à tous ces impérialistes. Merci. Voilà, nous allons continuer donc à éveiller les consciences, à interpeller les Congolais avec Bernard Pongui. J'ai vu Bernard Pongui dans certains de vos posts pendant que l'élection se tenait. Vous avez à un certain moment tenté même de comparer Tshisekedi à comment on l'appelle, à Kolela. Je crois qu'à ce jour, quel est finalement le conseil que vous avez pour M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, j'entends, pour qu'il évite justement ces dérives, notamment ce que l'autre camp appelle une espèce de trahison. Comment éveiller les consciences des Congolais pour les amener à comprendre que tout ce spectacle ne constitue qu'une diversion des prédateurs qui, en fait, ils sont là pour le partage du gâteau. Bernard Pongui. Bon, merci. Avant que je réponde à ta question, je vais simplement expliquer un petit fait. Le chemin de la pensée doit être l'ensemble du peuple et non un clan ou ce que nous appelons les élites, entre guillemets, politiques. Et c'est ce clan de la pensée qui s'est décidé de prendre une décision à la place du peuple de la République démocratique du Congo ou du peuple de l'Afrique. Ce petit groupe qui s'est réuni à Addis Abeba sous l'étiquette de l'Union africaine. La plupart des temps, vous avez vu des chefs politiques qui sont des présidents qui sont élus à des scores astronomiques, des pourcentages astronomiques. Absolument. Paul Kagame, il y a des chefs d'État qui se sont cantonnés au pouvoir, qui ont perdu, qui ont changé, qui ont appliqué des répressions, qui ont pillé leurs économies. C'est le cas du Congo-Brazzaville. Nous connaissons aussi Paul Biya qui a foutu l'économie du Cameroun quasiment par terre, Sassou Nguesso qui a pillé les économies, et tous ces Idriss Déby. Ces gens-là ne peuvent pas être des modèles démocratiques pour l'Afrique qu'on va envoyer comme des groupes d'élite politiques pour aller régler les problèmes en République démocratique du Congo. Notamment, lundi, ce groupe-là va se rendre pour essayer de convaincre quelques leaders de la République démocratique du Congo ou d'apporter des solutions. Mais ce que nous devons leur dire aux leaders réellement de la République démocratique du Congo, attention à ce que ces gens-là vont vous dire de faire. Tout ce que nous vous demandons, c'est ce que vous devez savoir. Notre force, c'est notre nombre. Hein? Et puis, plus nous sommes nombreux, plus nous serons forts dans cette lutte. Le rassemblement de la République démocratique du Congo ça doit être un impératif. Qu'il s'agit de ceux qui vont être proclamés gagnants ou perdants, il faut qu'ils appellent au rassemblement de ce peuple. Pourquoi ? Parce que les prédateurs ont déjà vu de loin. Souvenez-vous de ce discours de Nicolas Sarkozy qui disait « La RDC est tellement trop grande,
tellement un pays qui a un sous-sol trop riche, il ne peut pas seul gérer toute cette richesse, il faut briser ce pays. Mais nous en sommes là par les guerres qui vont arriver, par le contentieux électoral que nous sommes en train de voir. Ces contentieux électoraux peuvent apporter la division, la séparation. Ce que nous avons commis, ce que nous avons au Congo, les conséquences des contentieux électoraux, nous le savons au Congo-Brazzaville. Donc, si nos amis de la RDC ne se rassemblent pas, ne prennent pas leur unité nationale, ne ferment pas les voies pour que les prédateurs continuent de les ronger, nous allons arriver à la dislocation complète de la République démocratique du Congo. Et ça donnerait quoi? Ça donnerait la victoire à ceux-là qui ont projeté le coup, donc au groupe impérialiste, aux pays comme le Rwanda, qui fait partie du grand facteur de la destruction, aux multinationales. Pourquoi? Parce que ces groupes-là vont continuer à armer des clans en République démocratique du Congo pour continuer à contrôler les minerais. Donc, on va armer un clan, on va armer une ethnie, et pendant que vous vous battiez, et ils seront là sous le sol, en train de prélever vos matières premières, mais au prix du sang du peuple congolais. Nous vivons cette situation au Congo-Brazzaville avec un homme qui est piloté par la France, qui tue sans cesse, qui vole l'économie. Aujourd'hui, le pays est en banqueroute. Les amis de la République démocratique du Congo, vous devez réellement regarder avec beaucoup plus d'objectivité ce qui se passe au Congo-Brazzaville, le tribalisme qui a divisé ce pays, hein, une ethnie est au sommet, tout le monde est pillé. Alors, si vous rentrez dans ce jeu de la division, de la séparation, dans le jeu des égaux, hein, de la supériorité, vous ne regardez pas que, bon, je peux appeler Martin Fayulu pour travailler avec moi, je peux appeler Tshisekedi pour travailler avec moi, je peux appeler Mbemba et tout ce monde. Si vous ne parlez pas dans le sens du rassemblement, on veut dire aux frères de la République démocratique du Congo que le discours de Nicolas Sarkozy va se réaliser en République démocratique du Congo. Le pays va se disloquer en plusieurs fractions. Vous allez vous arriver avec la République démocratique du Congo de l'Est, de l'Ouest, du Sud, ainsi de suite. Les multinationales auront joué leur jeu et c'est le pays qui sera en déclin. Donc, faites attention aux prédateurs. Le voilà, on vous dit, c'est le grand rassemblement. Voilà. Il nous reste comme le président élu de la République démocratique du Congo, qu'il soit Fayulu, qu'il soit Tshisekedi, qu'il soit n'importe qui, rassemblez-vous pour faire avancer votre pays. Maintenant, Pong, il nous reste quelques secondes. Je crois que je reviendrai sur Jean-Claude pour définitivement conclure ce journal avec une question qui me vient d'un auditeur, une proposition. Alors, Olga, vous êtes une dame, vous êtes une maman, là-bas, comment vous appelez ça? Ailée, hein, c'est ça, hein? Voilà. Oui. Voilà. Quel est le message que vous avez aux femmes, aux mamans de la RDC? Vous avez là-bas tous les maux du monde, la paupérisation, les maladies et autres, et qui cohabitent avec ces faramineuses richesses de la République démocratique du Congo. Quel est le message d'espoir que vous avez pour ces dames et quel est le conseil justement que vous avez pour ces dames relativement à tout le discours de division, des risques de balkanisation auxquels nous assistons? Olga, rapidement, en 60 secondes. Les mamans aujourd'hui dans tous les pays africains, elles ont été victimes des politiques que mènent les hommes. Je m'excuse. Donc, moi, le conseil que je pourrais dire aux mamans, d'être fortes, tu sais, c'est pas... J'ai pas envie de parler vraiment de ce qui concerne les femmes parce que de nos jours, on trouve que les femmes ont été victimes elles souffrent déjà pour élever les enfants, pour tenir leur famille. Et c'est ces mamans-là qui souffrent aussi parce que si vous voyez là où il y a des parties là où il y a la guerre, qui sont les victimes? C'est les mamans qui sont violées, qui sont obligées. Ils ne peuvent pas rester dans la... D'ailleurs, ils sont obligés d'aller dans les champs pour subvenir aux besoins de leur famille. Et en même temps, ils sont violés au passage. Donc, ce que je dirais à ces mamans-là, d'être fortes, de suivre les conseils comment on appelle, de Christelle Bouanga qui était en train de mener cette campagne pour la femme. Et en même temps, je dirais que
vous savez, j'ai pas de, j'ai pas de mots. Je dirais souvent à des femmes d'être très vigilantes et en même temps de s'intéresser aussi à la politique. Parce que la politique, en fait, quand les gens ils disent que non, sur politique, tu as un côté, tu as la politique. En fait, quand même gérer sa maison, c'est aussi une politique. Parce que si on n'a pas on n'a pas une politique, comment gérer sa maison, comment gérer chez soi, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, politique, il y a aucune élection ou quoi, mais faire tout ce que nous ferons dans la vie de tous les jours que nous menons, c'est aussi la politique. Donc, les mamans, soyez vigilantes, ne vous dites pas que non, politique est alibi, mais politique est alibi, na kati na biso, na kati abanda qu'on a dit c'est la politique. Donc, la maman bozala makasi pona ko to sala que biso pe maman to zala na milieu oyo mibali bazali comme ça to mema etuma na biso liboso ba to s'imposer na oyo biso ozo ko mona o mibali ba mona kate. Au moniteur en ce moment on a ce dialogue là. Il n'y a eu qu'une femme, moi, alors que je pouvais avoir aussi d'autres personnes, d'autres femmes, hein, va participer dans le dialogue, il y a Lélo, va participer. Bayaka, tout est ouvert. Et comme ça, tous dans la paix, tous dans la union fait la force, au côté que la caca passe. Parce que Bissot est tous à côté, na Bissot tout le monde a au mobile, bah mon arrêté. Donc, ma maman bosse à la marcasse. Moi, tous en a besoin pour que tout tombe la école na Bissot Liboso. L'Afrique nous appartient. Et ça nous appartient tout. Donc, le combat est pour tous les Africains, femmes ou hommes. Voilà, comme aussi sa émission. Ah, c'est maintenant Linga la voix. Donc, Jean-Claude, c'est juste une passerelle là. Nous allons conclure. Je voudrais avoir ton point de vue sur cette question qui me vient d'un auditeur. Bon, toujours des noms fantaisistes. C'est monsieur Mwansangu Iputu. Voilà, donc ce monsieur vous demande de lui dire si la formule d'un gouvernement d'union nationale ne serait pas le gage, j'ajoute, d'une stabilité et qui permettrait justement d'éviter le risque de balkanisation même du territoire. Je crois qu'il est dans les bons. Je crois que c'est la formule qui pourra bien marcher pour essayer de tempérer les ardeurs des uns et des autres. Mais cette question-là ne revient pas à Jean-Claude Moubenga de pouvoir répondre. Les acteurs politiques congolais, avec leurs égos, avec leurs intérêts, vous savez, en passant, je vais vous dire que Félix Tshisekedi a signé un accord avec Vital Kamerhe à Nairobi pour le partage du pouvoir. C'est-à-dire qu'il le soutient avec son parti. Dès qu'il passe président, lui sera Premier ministre. Mais Vital Kamerhe, vu cette crise post-électorale, il est allé voir Martin Fayulu. Il lui a proposé qu'il puisse prendre sa place comme Premier ministre, que cet accord de Nairobi tombe, juste pour qu'on puisse préserver la paix. Martin Fayulu a refusé. Pourquoi? Parce que Katumbi et Bemba n'étaient pas d'accord. Pour eux, il faut la présidence ou rien. Alors, je ne sais pas comment ça va se faire pour que ces gouvernements d'union nationale puissent fonctionner. Il revient aux acteurs congolais qui sont à Kinshasa de pouvoir aller au-delà de leurs sentiments, de leurs intérêts personnels et voir l'intérêt général de notre pays. Voilà. Voilà, donc merci Jean-Claude Moubenga. Je rappelle que nous étions au Journal de la Communauté avec des amis qui nous venaient essentiellement des USA. Jean-Claude Moubenga, qui est un résistant congolais ici aux USA. Vous avez Bernard Pongui, résistant congolais au Canada. Olga Monpeyi, que vous connaissez déjà, puisqu'elle est passée il y a quelques semaines sur notre chaîne et qui, elle, est du Congo, Brazzaville, et vit à LA, donc ici aux USA. Merci donc, chers amis, d'avoir accepté cette invitation. Nous étions en train de parler de la République démocratique du Congo. Nous avions commencé déjà à aborder ce thème la semaine dernière. Je crois que ce sera peut-être la dernière émission.
à moins que nous ayons, du fait même de l'actualité, si elle venait à s'accélérer, donc à moins que nous décidions d'élargir cela à d'autres thèmes relatifs bien sûr à cette situation, eh bien, vous pourrez toujours nous appeler au 312 450 10 88 et solliciter des interviews à Congo Live 11, la radio de la communauté. Merci encore une fois de plus, chers amis, d'avoir été l'invité du journal de la communauté de ce samedi. Et bon week-end à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.